Mes parents ont ri quand je leur ai dit que j'avais acheté ma première maison. C'est probablement un taudis minuscule et laid, se sont-ils moqués. J'ai simplement souri et leur ai montré l'adresse. Leurs mâchoires se sont décrochées. Je savais exactement comment ça allait se passer. Toute ma vie, mes parents n'ont eu qu'un seul hobby, se moquer de moi. Si je réussissais quelque chose, ils le minimisaient. Si j'échouais, ils s'assuraient que je sache qu'ils l'avaient vu venir. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Alors, quand j'ai annoncé que j'avais enfin acheté ma première maison, je ne m'attendais pas à des félicitations. Je ne m'attendais pas à de la fierté. Je ne m'attendais à rien d'autre qu'au rictus habituel, au rejet habituel. Et bien sûr, ils se sont penchés en arrière sur leur chaise, ricanant. Qu'est-ce que c'est? Un taudis minuscule et laid, ont-ils dit, secouant la tête. Laissez-moi deviner où une baraque délabrée au milieu de nulle part? Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement souri, sorti une enveloppe et l'ai glissée sur la table. Qu'est-ce que c'est, ont-ils demandé, levant les sourcils. Une invitation, ai-je dit. Pendaison de crémaillère, samedi prochain. Ils ont raillé, jetant l'enveloppe de côté comme s'il s'agissait de courrier indésirable. Ouais, on sera là, ont-ils marmonné. On verra bien dans quel genre de bordel tu t'es fourré cette fois-ci. J'ai simplement souri, parce que cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas moi qui allais être embarrassé. Cette fois, c'était leur tour d'être sans voix. La semaine précédant la fête a semblé surréaliste. J'avais passé toute ma vie à essayer de me prouver aux yeux de gens qui n'avaient jamais cru en moi. Mais cette fois, je ne cherchais pas l'approbation, je donnais une leçon finale et satisfaisante. La pendaison de crémaillère n'était pas qu'une simple réunion informelle, ce serait un événement. Ma nouvelle maison n'était pas qu'une maison, c'était la maison ou un domaine tentaculaire de plusieurs millions de dollars dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Le genre d'endroit où mes parents avaient toujours rêvé de vivre, mais qu'ils n'avaient jamais pu se permettre. Et je l'avais fait sans eux. J'ai envoyé des invitations à ma famille, à de vieux amis et à quelques personnes clés de mon travail. Je me suis assuré que tout soit parfait, traiteur, musique, même voiturier. S'ils pensaient que j'avais acheté une baraque délabrée, ils allaient avoir le choc de leur vie. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les appels ont commencé. D'abord, c'était ma tante. Elle n'avait jamais été aussi cruelle que mes parents, mais elle était complice, toujours là, les laissant me rabaisser. Et, ma chérie, a-t-elle dit de cette voix excessivement douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Tes parents ont dit que tu avais acheté une maison. C'est si gentil. Où est-ce? Je pouvais entendre le scepticisme dans sa voix. Elle ne demandait pas par excitation, elle cherchait quelque chose à critiquer. J'ai envoyé une invitation, ai-je simplement dit. Tu verras. Une pause, puis un rire hésitant. Tu sais que tes parents ne font que te taquiner, n'est-ce pas? Ils ne veulent que ce qu'il y a de mieux pour toi, n'est-ce pas? Parce que ridiculiser chaque réussite de son enfant est la marque d'une bonne éducation, je suppose. On verra samedi prochain, ai-je dit, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Puis, 2 jours avant la fête, mes parents ont appelé. C'était rare. Ils n'appelaient jamais à moins d'avoir quelque chose d'insultant à dire. C'est quoi cette adresse, ont-ils demandé. Ce n'est pas une erreur, n'est-ce pas? Pas d'erreur, ai-je dit. C'est ma maison. Silence. Puis ils ont laissé échapper un court rire moqueur. Ouais, d'accord. Tu t'attends à ce qu'on te croie. Je ne m'attends à rien, ai-je dit, souriant pour moi-même. Présentez-vous simplement. Je pouvais entendre le doute s'insinuer dans leur voix, l'incertitude. Ils avaient passé toute leur vie à croire que j'étais inférieur à eux. L'idée que j'ai pu faire quelque chose d'aussi grand, quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire, leur brouillait l'esprit. Bien. Ce n'était que le début. Le jour de la fête est arrivé, et tout était prêt. L'allée de mon manoir, oh oui, un véritable manoir était bordé de voitures de luxe, le genre de voiture que mes parents avaient l'habitude de montrer dans les magazines, en disant « c'est le vrai succès, pas n'importe quel non-sens que tu fais ». Des voituriers en uniforme impeccable prenaient les clés des invités à leur arrivée. À l'intérieur, les traiteurs se déplaçaient en douceur dans la grande entrée, offrant du champagne et des amuse-gueules sur des plateaux d'argent. Les lustres projetaient une lueur chaude et dorée sur la pièce, et un jazz doux jouait en arrière-plan. Chaque détail criait la richesse, le pouvoir, le succès. Et puis ils sont arrivés.
J'ai vu mes parents sortir de leur vieille berline, regardant autour d'eux avec confusion. Ma tante était juste derrière eux, serrant son sac à main comme si elle s'était égarée dans le mauvais quartier. Ils ont fixé la maison, leurs mâchoires se serrant. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, pas même de près. Je suis sorti sur les marches avant, en prenant mon temps. Je voulais voir le moment exact où ils réaliseraient à quel point ils s'étaient trompés sur mon compte. Maman, papa, ai-je dit, ma voix froide et décontractée. Bienvenue chez moi. Ils ont cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, mes parents étaient sans voix. Je les ai conduits à l'intérieur, où les invités étaient déjà en train de se mêler, où certains d'entre eux étaient des gens qu'ils admiraient de loin. Un homme d'affaires connu m'a serré la main, un magnate de l'investissement avec lequel j'avais travaillé m'a tapé dans le dos. Mes parents connaissaient ces visages, ils avaient parlé de ces gens. Mais maintenant, c'était moi qui étais parmi eux. Entrez, ai-je dit en douceur. Installez-vous. Ils ont suivi rigidement, les yeux se baladant, absorbant tout, les hauts plafonds, l'art moderne, l'escalier majestueux qui menait au 2e étage. Ma tante était silencieuse, agrippant leurs bras comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Et puis, comme sur commande, un membre de mon personnel s'est approché. « Monsieur, a dit l'homme respectueusement, souhaitez-vous que je prenne vos manteaux ?» Mes parents se sont retournés, complètement stupéfaits. « Personnel ? J'avais du personnel ?» Ils ont hésité, puis ont remis leurs manteaux en silence, les mains légèrement tremblantes. Ils n'avaient toujours rien dit. J'avais rêvé de ce moment, j'y avais vécu. Les années d'humiliation, les moqueries, les sourires dédaigneux, tout cela avait mené à cela. Et je n'avais pas encore fini. Prenons un verre, ai-je dit, les conduisant dans le salon. Je me suis versé un verre de whisky et j'ai fait un geste pour qu'ils s'assoient. Ils se sont laissés tomber dans les fauteuils en cuir moelleux, toujours sonnés. J'ai pris place en face d'eux, faisant tourner lentement ma boisson avant d'y prendre une gorgée. Puis je me suis penché en avant, croisant leurs regards. Vous m'avez toujours dit que je ne serais rien, ai-je dit doucement. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez humilié, vous m'avez fait sentir sans valeur. Leurs visages ont tressailli, leurs doigts se sont crispés contre les accoudoirs. Mais regardez autour de vous. J'ai fait un geste vers la maison, les invités, le succès qui dégoulinait de chaque coin de la pièce. J'ai construit tout ça sans vous, malgré vous. Ils ont inspiré profondément, les narines se dilatant, mais ils n'ont toujours pas parlé. Parce que, pour la première fois de leur vie, ils n'avaient rien à dire. Et je n'avais pas fini. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, en le savourant. Pendant des années, ils avaient rempli chaque moment de silence de critique, chaque réussite de remarques blessantes. Mais maintenant, ils étaient simplement assis là, agrippant les chaises comme s'ils avaient besoin de s'accrocher à quelque chose de solide. J'ai pris une autre gorgée lente de mon whisky. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, inclinant la tête. « Pas ce à quoi vous vous attendiez ?» Ils ont avalé difficilement. « Ceci ne t'appartient pas » ont-ils balbutié. J'ai souri. « Oh, vous ?» Ils ont secoué la tête. « Tu n'as pas fait ça toute seule. » Voilà la dernière tentative désespérée de contrôle. L'idée que moi, l'enfant dont ils avaient passé leur vie à se moquer, j'ai pu accomplir tout cela sans eux, était trop difficile à traiter pour eux. Je me suis penché en arrière, laissant mon verre reposer sur la table. Dites-vous ce que vous voulez, mais la réalité est juste devant vous. J'ai fait un geste autour de la pièce. J'ai construit cette vie. Vous n'y avez rien à voir. Leurs visages se sont assombris, mais avant qu'ils ne puissent rien dire, ma tante a finalement parlé. Nous. A-t-elle jeté un coup d'œil autour d'elle, sa voix petite. Nous ne savions pas que tu allais si bien. J'ai levé un sourcil. Non, vous ne le saviez pas. Parce que vous ne vous êtes jamais donné la peine de demander. Elle a sursauté. Mes parents se sont juste serré les mâchoires, leur fierté luttant contre l'évidence qui se trouvait devant eux. Et puis j'ai porté le coup final. Je me suis penché, baissant suffisamment la voix pour la rendre personnelle. Je vous ai invité ici pour une seule raison, ai-je dit, mon ton comme de l'acier. Pour que vous puissiez voir ce dont vous ne ferez jamais partie. Les yeux de mes parents se sont élargis. C'est ma vie maintenant, ai-je continué. Et vous ? J'ai souri froidement. Vous ne représentez rien pour moi. Leurs mains se sont crispées en poing, leurs visages sont devenus rouges. Toi, petite ingrate.
J'ai levé une main, les interrompant. Acha, ai-je dit calmement. Puis je me suis légèrement tourné et j'ai fait un petit geste avec mes doigts. La sécurité s'est avancée et 2 grands hommes en costume se sont approchés en douceur, se tenant juste derrière eux. Mes parents ont cligné des yeux, leur bouche s'ouvrant légèrement de surprise. Vous avez terminé ici, ai-je dit. Faites-les sortir, et assurez-vous qu'ils ne mettent plus jamais les pieds sur ma propriété. Ma tante a halté. Attends, non. Je l'ai dit fermement, ai-je déclaré. J'ai passé des années à supporter leurs déchets et des années à me faire rire, à me faire manquer de respect, à me faire sentir comme rien. J'ai regardé mes parents directement dans les yeux. Plus jamais. Les gardes se sont avancés. Ils ont regardé entre eux et moi, respirant fortement. Leur visage était un mélange de rage, d'humiliation, et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à une défaite. Mais ils ne l'ont pas combattu. Ils se sont levés, ont redressé lentement leur veste, et m'ont lancé un dernier regard. Puis ils se sont retournés et sont sortis. J'ai expiré, laissant le poids du moment retomber. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir, et mes parents ils n'étaient plus qu'un mauvais souvenir, un souvenir qui ne me hanterait plus jamais. Alors que la porte se refermait derrière eux, une vague discrète a parcouru la pièce. Quelques invités ont jeté un coup d'œil, curieux, mais assez polis pour ne pas poser de questions. La musique a continué, le cliquetis des verres a continué. Et comme ça, ils étaient partis. J'ai expiré lentement, sentant quelque chose se défaire dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais porté leurs paroles, leurs moqueries, leurs doutes. Mais maintenant, ils étaient sortis de ma maison, sortis de ma vie, et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Je me suis retourné vers mes invités, affichant un sourire facile. Eh bien, ai-je dit, levant mon verre, maintenant que le divertissement est terminé, profitons de la soirée. Quelques rires, un cliquetis de verre, et comme ça, la célébration a continué. Mais au fond, je savais que cette soirée n'était pas seulement une question de fête, il s'agissait de gagner. Et j'avais gagné. Comme la soirée a progressé, je me suis retrouvé à m'éloigner de la fête, sur le grand balcon donnant sur les toits de la ville. L'air était frais, vif, portant le bourdonnement lointain de la vie en contrebas. À l'intérieur, mes invités riaient et parlaient, la chaleur du succès les enveloppant comme une étreinte confortable. Mais j'avais besoin d'un moment. Je me suis appuyé contre la balustrade, regardant les lumières. Cela ne semblait toujours pas réel, pas seulement la maison, la richesse, ou l'événement, mais le silence. Pour la première fois de ma vie, les voix de mes parents n'étaient pas dans ma tête, chuchotant des doutes, me rabaissant. Ils étaient partis pour de bon. J'aurais dû ressentir du soulagement, de la victoire, et d'une certaine manière, je l'ai ressenti. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd. Car sous toute cette satisfaction, il y avait une partie de moi qui avait autrefois voulu qu'ils soient fiers. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il y a longtemps, avant que je ne comprenne vraiment qui ils étaient, je voulais qu'ils voient ma valeur, qu'ils reconnaissent que j'avais travaillé, que j'avais lutté, que j'avais construit quelque chose d'incroyable. Mais ce soir, cela est devenu clair, ils ne le feraient jamais. Et c'était leur perte. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la pensée se déposer, puis je l'ai laissé partir. J'avais passé trop de temps de ma vie à courir après la validation de personnes qui ne méritaient jamais ce pouvoir sur moi. Maintenant, j'en avais fini. Je me suis redressé, ajustant ma veste, et j'ai jeté un dernier coup d'œil sur la ville. Puis je me suis retourné, rentrant à l'intérieur, où les rires et le succès m'attendaient. J'avais gagné, et il était temps d'en profiter. Alors que je rentrais à l'intérieur, l'atmosphère de la fête m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. Les conversations se déroulaient facilement, les verres tintaient ensemble pour célébrer, et les personnes qui m'avaient autrefois douté me serraient maintenant la main avec admiration. Ce n'était pas qu'une pendaison de crémaillère, c'était une déclaration. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, échangeant des politesses avec des collègues, de vieux amis, et même des parents éloignés qui m'avaient à peine reconnu avant ce soir. C'est drôle comme le succès avait un moyen d'attirer l'attention des gens. Mais il y avait une personne que je cherchais. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, près de la grande cheminée, je l'ai aperçu, Monsieur Langford, un homme dont l'influence dans mon industrie était légendaire. Il avait été l'une des idoles de mes parents, le genre d'homme qu'ils tueraient pour avoir une conversation avec lui. Et maintenant, il était là, à ma pendaison de crémaillère. Je me suis approché, et dès qu'il m'a vu, son visage s'est illuminé.
Voilà l'homme de l'heure, a-t-il dit, tendant la main. Cet endroit est incroyable. Je lui ai serré la main fermement. J'apprécie ça, monsieur Langford. Ça veut beaucoup dire venant de vous. Il a ri. Appelez-moi Richard. Et écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce que vous faites avec votre entreprise. J'aime beaucoup. C'est là qu'il s'est légèrement penché, baissant la voix. Parlons bientôt. J'ai quelques opportunités qui pourraient vous intéresser. J'ai souri. Des opportunités où le genre dont mes parents avaient toujours rêvé, et maintenant elles m'étaient offertes. J'ai jeté un coup d'œil vers l'entrée pendant une fraction de seconde, me souvenant du regard sur leur visage lorsqu'ils sont partis. Ils avaient passé toute leur vie à me dire que je n'y arriverais jamais, que je n'étais pas assez bonne, que je ne serais jamais à la hauteur. Et pourtant, me voilà non seulement leur prouvant qu'ils avaient tort, mais prospérant au-delà de leur imagination la plus folle. Je me suis retourné vers Richard et j'ai levé mon verre. J'aimerais beaucoup parler, ai-je dit en douceur. Faisons-le, a-t-il souri. C'est ça que j'aime entendre. Alors que nous trinquions, j'ai réalisé quelque chose. J'avais été tellement concentré sur ma vengeance que je n'avais pas pris le temps d'apprécier quelque chose de beaucoup plus important. Je ne faisais pas que prouver que mes parents avaient tort, je construisais une vie si extraordinaire que leurs opinions n'avaient plus d'importance. Et, pour la première fois de ma vie, je m'en fichais vraiment, sincèrement, de ce qu'ils pensaient, parce que mon avenir il était à moi, et il était illimité. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Mais même lorsque je parlais à mes invités, riais avec de vieux amis, et discutais d'affaires avec des personnes qui me respectaient réellement, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment au plus profond de moi, ce n'était pas fini pas avec mes parents. Et j'avais raison. Vers minuit, alors que les derniers invités s'en allaient, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche, et voilà, un message de ma tante. Tes parents ne vont pas bien. Ils n'ont rien dit depuis qu'ils ont quitté ta maison. Je ne les ai jamais vus comme ça. Appelle-moi. J'ai fixé le message, ma mâchoire se serrant. C'est ce qu'ils faisaient chaque fois que je me défendrais, chaque fois que je refusais de me soumettre à leurs attentes. Ils jouaient à ce jeu, se transformant en victimes. Ils n'allaient pas bien à cause de ce que j'avais fait, ils étaient comme ça parce que, pour la première fois de leur vie, ce n'étaient pas eux qui étaient aux commandes. Pourtant, quelque chose en moi a hésité ou une petite partie amère de moi, la partie qui avait autrefois désiré leur approbation, se demandant si c'était enfin ça, si peut-être, juste peut-être, c'était le moment où ils admettraient qu'ils avaient tort. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. J'ai appelé. La ligne a sonné une fois, deux fois, puis la voix de ma tante, tendue et anxieuse. Dieu merci. Tes parents ont besoin de te parler. Une pause, puis le son étouffé du téléphone qui passait, et enfin, leur voix. Tu crois que tu es meilleur que nous? J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'il devait dire, pas d'excuses, pas de regrets, juste plus de la même chose. Je ne les ai même pas laissés continuer. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai raccroché. Je ne faisais plus ça. Il n'était pas mon problème. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, je suis allé au bar et je me suis versé un autre verre. Alors que je prenais une lente gorgée, j'ai jeté un coup d'œil autour de la grande maison que j'avais construite pour moi-même. C'était ma vie maintenant, et il n'y avait pas leur place. Je suis resté là longtemps, fixant mon téléphone. L'appel avait duré 15 secondes, mais cela a semblé une éternité. Tu crois que tu es meilleur que nous? C'était leur réponse, pas nous sommes désolés, pas nous avions tort, pas même félicitations, juste ce même ressentiment fatigué et amer. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est finalement libéré. Pendant des années, j'avais porté leur voix dans ma tête, chaque échec, chaque revers, chaque doute. Je pouvais les entendre railler, me disant que je n'étais pas assez bon, que je perdais mon temps, que je ne serais jamais un vrai succès. Mais ce soir, debout au milieu de mon manoir, avec tout ce que j'avais construit, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps, ils n'étaient jamais mes juges. J'avais passé ma vie à essayer de leur prouver le contraire, à essayer de les forcer à voir ma valeur. Mais la vérité était qu'ils ne le feraient jamais, non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'ils n'en étaient pas capables. Ils avaient besoin que j'échoue, car si je réussissais, si je prospérais sans eux, cela signifiait que toute leur cruauté, tout leur dénigrement, toutes leurs années passées à me rabaisser avaient été vaines. Et c'était quelque chose que leur ego ne permettrait jamais. J'ai retourné mon téléphone,
les posé sur le bar, et j'ai lâché un soupir lent. C'était fini. C'était la dernière fois que je leur laisserais une place dans mon esprit. Un coup discret à la porte m'a tiré de mes pensées. Je me suis retourné pour voir mon meilleur ami, Ryan, debout là, un regard entendu sur le visage. « Ça va ?» demanda-t-il. J'ai expiré brusquement, puis j'ai souri un vrai sourire, sincère. « Oui, ai-je dit. Je crois que je vais enfin bien. » Il a souri et est entré, jetant un coup d'œil autour de la pièce. « Tu sais, a-t-il dit, prenant un verre et se servant un verre, si j'étais toi, je me sentirais sacrément bien en ce moment. » J'ai ri. « Oh, c'est le cas. » Ryan a levé son verre. « Alors, à ta santé, mec, a prouvé à chacun d'entre eux qu'ils avaient tort. » J'ai fait teinter mon verre contre le sien. Mais en prenant une gorgée, j'ai réalisé quelque chose. Je ne célébrais pas seulement le fait de leur prouver qu'ils avaient tort, je célébrais quelque chose de beaucoup plus important. Je les avais enfin laissés partir, et c'était la vraie victoire. La fête était terminée, les derniers invités étaient partis. La maison était calme maintenant, sauf pour le léger crépitement de la cheminée et le faible ronflement de la ville au-delà des fenêtres. Je me tenais dans le grand salon, regardant autour de moi tout ce que j'avais construit, le succès, la richesse, la vie que j'avais forgée pour moi-même sans mes parents, sans leur approbation, sans leur validation. Et pourtant, je me sentais plus léger que jamais. Parce que ce n'était plus seulement une question de leur prouver qu'ils avaient tort, ça ne l'a jamais vraiment été. J'ai traversé la maison lentement, en observant tout les hauts plafonds, les sols en marbre poli, les œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Tout ici avait un but, une histoire, un sens, parce que je l'avais construit non pas pour les impressionner, ni pour gagner leur respect, mais pour moi ou pour l'enfant qu'ils avaient autrefois qualifié d'échec, pour le jeune que j'avais été, en qui ils n'avaient jamais cru, et surtout, pour la personne que j'étais devenue, plus fort, plus sage, et libre. J'ai repris mon téléphone une dernière fois, regardant le message non lu de ma tante. Je n'avais pas besoin de le lire, je savais déjà ce qu'il dirait, une autre excuse, une autre supplication, une autre tentative désespérée de me faire culpabiliser d'avoir choisi moi-même. J'ai appuyé sur l'écran, survolé le contact pendant une seconde, puis j'ai bloqué le numéro. Et comme ça, c'était fini. Plus de regards en arrière, plus d'attente pour des excuses qui ne viendraient jamais. Je me suis versé un dernier verre, suis sorti sur le balcon, et j'ai regardé la ville, ma ville, l'endroit où j'avais construit mon empire, l'endroit où j'avais créé quelque chose de plus grand qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Ceci était mon héritage, et pour la première fois de ma vie, il m'appartenait pas à eux, juste à moi. Et c'est tout ce dont j'avais jamais eu besoin. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau surplombant les toits de la ville. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur mon bureau, où les rapports financiers montraient un autre trimestre de croissance exceptionnelle. Notre société venait d'acquérir notre 3e start-up de l'année, et le conseil d'administration ne pouvait être plus heureux. Mon assistante a frappé légèrement à la porte. « Monsieur Langford est en ligne, monsieur » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, prenant le téléphone. Richard était devenu une sorte de mentor depuis la pendaison de crémaillère, ouvrant des portes que je ne connaissais même pas. « L'accord est conclu » a-t-il dit sans préambule. « Vous serez la plus jeune personne jamais nommée au Conseil national des affaires. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, me permettant un petit sourire. Le conseil était exclusif, sur invitation seulement, et composé des chefs d'entreprise les plus influents du pays. Mes parents en avaient parlé pendant des années, comme si c'était un lieu mythique dont ils ne pouvaient que rêver. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit. J'apprécie votre soutien. Après avoir raccroché, j'ai pivoté ma chaise pour faire face à la fenêtre. En bas, la ville bourdonnait de vie, un rappel constant du chemin parcouru. Mais malgré tout le succès, quelque chose me rongeait toujours, un vide que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Mon téléphone a vibré, un texto de Ryan. « Mec, as-tu vu les nouvelles ?» Je ne l'avais pas fait. En ouvrant mon navigateur, j'ai rapidement trouvé ce à quoi il faisait référence, l'entreprise de mes parents avait déposé son bilan. L'entreprise qu'ils avaient utilisée pour rabaisser mes propres ambitions s'effondrait. J'ai regardé l'écran, attendant que la satisfaction arrive. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti, ni joie, ni vengeance, juste du vide. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné au travail, mais la pensée a persisté. Le soir, après que tout le monde soit rentré chez lui, j'étais encore à mon bureau, à y réfléchir. Pourquoi ne ressentais-je rien?
La réponse est venue de manière inattendue, parce que je m'en fichais. Leur échec n'était pas ma victoire. Mon succès ne concernait pas eux, il ne l'a jamais été. J'avais simplement été trop pris à leur prouver qu'ils avaient tort pour le voir. 2 semaines plus tard, je dînais avec Élise, une brillante architecte que je fréquentais depuis quelques mois. Nous discutions des plans d'un nouveau centre communautaire que ma fondation construisait dans le quartier où j'avais grandi. Je pense que nous devrions inclure un incubateur d'entreprise, a-t-elle suggéré. Un endroit où les personnes ayant de bonnes idées mais aucun contact peuvent démarrer. J'ai hoché la tête, pensant à mes propres débuts. J'aime ça. Les gens n'ont pas besoin de parents riches ou de relations avec Ivy League pour avoir une chance. Elle m'a étudié un instant. Tu ne parles jamais de ta famille. J'ai haussé les épaules. Pas grand-chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire sur sa famille, a-t-elle répondu, ses yeux doux mais provocateurs. Même si c'est pourquoi il n'en parle pas. J'ai détourné le regard, mal à l'aise avec sa perception. Nous ne sommes pas proches, ai-je marmonné. Je l'ai compris, a-t-elle dit. Mais cela fait 6 mois que je te connais, et tu n'as jamais mentionné une seule fois, sauf en passant. J'ai pris une gorgée de vin, gagnant du temps. Il n'était pas encourageant. Élise a hoché lentement la tête. Et comment cela fonctionne-t-il pour toi? Bien, ai-je dit automatiquement. Puis, plus honnêtement, je ne sais pas. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé à conduire dans mon vieux quartier. Je n'avais pas prévu d'y aller, je n'y étais pas retourné depuis des années. Mais quelque chose dans ma conversation avec Élise m'avait dérangé. J'ai ralenti en passant devant la modeste maison à 2 étages où j'avais grandi. Il y avait un panneau à vendre dans la cour. Bien sûr, il y en avait un. Avec la faillite, il ne pouvait pas se permettre de la garder. J'ai continué à conduire, me disant que j'étais content, ils le méritaient, après tout ce qu'ils avaient fait. Mais en parcourant les rues familières, des souvenirs ont refait surface sans que je les appelle. Ils n'étaient pas tous mauvais. Il y avait eu des moments rares, mais réels où ils avaient montré des lueurs de quelque chose d'autre que des critiques, mon père m'apprenant à faire du vélo, ma mère restant éveillée toute la nuit lorsque j'avais de la fièvre. De petites gentillesses, presque oubliées sous le poids de tout le reste. Lorsque je suis arrivé à la maison ce soir-là, je me suis versé un whisky et je suis sorti sur le balcon. Les lumières de la ville s'étendaient sans fin devant moi, un témoignage de l'ambition et de la fragilité humaine. J'ai pensé au pouvoir, à la façon dont mes parents s'étaient désespérément accrochés à l'illusion du pouvoir, et à quel point la réalité semblait vide maintenant que je le possédais. Quel était l'intérêt de tout ce succès s'il n'avait rien guéri? Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je veux acheter une maison, ai-je dit. Elle est actuellement sur le marché. Je lui ai donné l'adresse de ma maison d'enfance. Choix intéressant, a-t-il remarqué. Elle est en foreclosure. Je sais qui sont les propriétaires, les jeux interrompus. Faites-le. Mais utilisez une société écran. Je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi. 2 semaines plus tard, l'achat était terminé. Je me tenais dans le salon vide où j'avais subi d'innombrables critiques, me sentant étrangement calme. Je ne l'achetais pas par sentiment ou nostalgie. Je l'achetais parce que je le pouvais, parce qu'elle représentait un chapitre de ma vie que j'étais enfin prêt à clore à mes propres conditions. Ce soir-là, un coup à ma porte m'a surpris. Mon assistante n'avait mentionné aucun visiteur. Lorsque je l'ai ouverte, ma tante se tenait là, ayant l'air plus âgée et plus fatiguée que je ne m'en souvenais. « Comment m'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé, sans l'inviter à entrer. « Votre entreprise n'est pas exactement discrète, a-t-elle dit. Puis-je entrer ? Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Elle est entrée prudemment, les yeux s'écarquillant devant l'opulence qui l'entourait. « J'essayais de vous joindre, a-t-elle dit. J'ai bloqué votre numéro. » Elle a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. « Vos parents ont tout perdu. » Je sais. Ils vivent maintenant dans un petit appartement. Votre père a fait une légère crise cardiaque le mois dernier. Je n'ai pas répondu. Ce ne sont pas de bonnes personnes, a-t-elle dit de manière inattendue. Ils vous ont terriblement traité. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. L'aveu m'a surpris. Je n'avais jamais entendu personne dans la famille reconnaître comment il m'avait traité. Pourquoi êtes-vous là, ai-je demandé. Elle m'a tendu une enveloppe. Ils ne savent pas que je fais ça. Je l'ai trouvé quand je les ai aidés à faire leur bagage. À l'intérieur se trouvait un article de journal jauni, un petit article sur un concours d'entreprise que j'avais gagné à l'université.
À côté se trouvait une photographie de moi recevant le prix, ayant l'air jeune et fier. En marge, de l'écriture de mon père, c'est mon fils. Il l'a gardé, a dit ma tante doucement. Toutes ces années. J'ai regardé l'article, les émotions se faisant la guerre en moi. Un moment de fierté n'efface pas des années de cruauté. Non, a-t-elle convenu. Ça ne le fait pas. Mais je pensais que vous devriez savoir qu'il existait. Après son départ, je suis resté assis avec l'article pendant longtemps, essayant de le concilier avec tout ce que je savais de mes parents. Cela n'a pas changé ce qu'ils avaient fait, cela n'a rien excusé. Mais cela a compliqué le récit que j'avais construit, celui où ils ne m'avaient jamais vu que comme une déception. Le lendemain, j'ai appelé Richard Langford. Je veux créer une fondation, ai-je dit. Pour les familles en crise, service de santé mentale, conseil financier, médiation. Pivot intéressant, a-t-il dit. Une raison particulière? J'ai pensé à l'article, au panneau à vendre, au vide de la victoire. Disons simplement que j'ai réfléchi à l'héritage. Un mois plus tard, j'ai envoyé une lettre à la nouvelle adresse de mes parents. Ce n'était pas exactement une branche d'olivier. Je ne leur ai pas pardonné, je ne suis pas sûr de pouvoir jamais le faire. Mais c'était une reconnaissance de la douleur de notre histoire partagée, de la possibilité que les gens puissent être plus complexes que les rôles que nous leur avons attribués. Je ne les ai pas invités à revenir dans ma vie, je n'ai pas offert d'aide financière ou de réconciliation. Je leur ai simplement fait savoir la fondation et j'ai inclus 2 billets pour le gala d'ouverture. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent, je ne suis pas sûr de le vouloir. Mais en scellant l'enveloppe, j'ai réalisé quelque chose d'important, je l'envoyais pour moi, pas pour eux parce qu'avancer signifiait reconnaître le passé, pas seulement y échapper. Parce que le vrai succès ne se mesurait pas à ce que vous construisez, mais à ce que vous surmontez pour le construire. En remettant la lettre à mon assistante, j'ai senti un poids se soulager, pas complètement, mais assez pour remarquer la différence. Pour la première fois depuis cette pendaison de crémaillère, je faisais un choix qui n'était pas réactif, qui ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela aussi faisait partie de mon héritage, la partie la plus difficile, peut-être, mais la plus nécessaire. Et en retournant à mon bureau, j'ai compris que l'histoire n'était pas terminée, la mienne, la leur, ou le récit compliqué que nous avions créé ensemble. Il y aurait d'autres chapitres, d'autres choix, d'autres moments de règlement de compte. Mais pour l'instant, cela suffisait à un petit pas vers quelque chose qui ressemblait inopinément à la guérison, au pardon, pas encore, peut-être jamais, mais quelque chose de plus calme et de plus profond, la reconnaissance que je n'avais plus besoin de leur échec pour valider mon succès. Et dans cette reconnaissance se trouvait une liberté plus puissante que toute vengeance ne pourrait jamais l'être.